Nous voici dans un des plus beaux villages de France, la Roque-Gageac, baigné par la Dordogne et entouré par une immense falaise où on peut noter des habitations troglodytiques dans lesquelles vécurent il y a 33 000 ans l'homme de Cro-Magnon. Nous nous situons ici à mi-chemin entre la source et l'estuaire de la Dordogne. En effet, la source de la Dordogne est à 240 km en amont et l'estuaire est à 240 km en aval pour se jeter dans la Gironde. Ici, on peut vivre une expérience très intéressante, soit une mini-croisière sur la Dordogne dans des embarcations spéciales appelées gabarres. Alors, voici un gabar, c'est un bateau robuste qui servait autrefois pour transporter des matériaux lourds comme du bois et de la pierre. Alors, ces embarcations aujourd'hui ont été recyclées pour le tourisme et permettent de faire une belle croisière sur cette rivière passablement fréquentée, il faut le dire, par les canots et les kayaks. Et on nous dit même qu'à l'occasion, il y a encombrement de la rivière. Juste pour vous montrer que le capitaine maîtrise les manœuvres, on va pouvoir mieux. faire une balade qui va tout d'abord nous emmener un petit peu en amont de la Dordogne. Nous irons ensuite jusqu'à Castelnau dans le sens du courant. L'aller-retour est de 6,5 km à peu près. La Dordogne prend sa source dans le Massif central à 1727 mètres d'altitude, au-dessus du Mont d'Or dans le puits de Sancy. Depuis sa source jusqu'à l'océan Atlantique, elle parcourt environ 480 km. Mais avant de quitter le Massif central, elle est retenue par 5 barrages hydroélectriques. Alors ces barrages contrôlent et régulent le niveau d'eau, mais ça ne suffit pas toujours à éviter les inondations qui sont quand même, disons, assez régulières dans la région. Alors en ce moment, on a à peu près 2 mètres de profondeur. C'est la moyenne, dit-on, à peu près sur l'année. Et le courant, lui, varie de 2 à 20 km à l'heure. Et donc, en ce moment, on est aux alentours des 8 à 10 km à l'heure. Mais dès le 9e siècle, on trouve des traces d'organisation humaine ici. Quand on observe la falaise au milieu, au-dessus de la bâche verte et du petit château, on voit qu'il y a des ruines. En fait, ce sont les ruines d'un fort troglodytique construit par les moines du Sarladé à la fin du 1er millénaire. Ce fort se situe à une quarantaine de mètres d'altitude de la Dordogne. Les hommes étaient à l'abri des ennemis une fois là-haut, et qui plus est, ils pouvaient les repérer longtemps à l'avance, remontant le fleuve. Parmi ces ennemis, entre autres, il y a les Vikings qui ont remonté la Dordogne au 9e siècle depuis Bordeaux. On pouvait encore visiter ce fort il y a 3 ans de ça. Ça n'est plus le cas puisqu'il y a eu un éboulement important. Tout le plafond de la partie droite de la cavité s'est effondré, vous pourrez le voir tout à l'heure. Ce qui explique la bâche et surtout le grillage, érigé de manière à protéger habitants et visiteurs. Ah ouais, il valait mieux crever l'abcès tout de suite, on n'en parle plus. Bon, cela dit, je plaisante avec ça, mais évidemment c'est une perte pour ce village, vous l'imaginez aisément, puisque ce petit village, hors sa beauté, que personne ne conteste, son histoire, eh bien, au niveau attraction, c'était les gabarres et le fort. Et le fort, désormais, on craint, restera fermé définitivement, pour cause de danger, vous vous en doutez. Alors ici, à droite, derrière les arbres, on découvre à présent la petite église de style roman du village, bâtie au XIVe siècle, dans un style, donc, comme je vous le disais, roman. Sa toiture est tout à fait typique au Périgord. En tous les cas, la partie grise est recouverte de cette pierre que l'on appelle ici la lauze, et que vous avez sûrement repérée par ailleurs, puisque très utilisée jusqu'au XIXe siècle dans la région. Au-dessus de l'église, en observant la falaise, on remarque des ouvertures carrées, à même la falaise. Ce sont celles d'une habitation troglodytique. Un cousin à nous a vécu là.
Il y a 15 à 20 000 ans de ça quand même. Hein. Cro-Magnon vivait là. Le monsieur qui, pétri de curiosité, aimait les voyages pour s'enrichir davantage, eh bien, il se rendit plusieurs fois à Florence où vivait son ami Galilée, à pied, je précise. Et il est revenu un jour avec un objet précieux, un des tout premiers télescopes du royaume de France, hein, qu'on appelait alors une lunette astronomique. Alors très tôt, ce village fut protégé par des remparts. On trouve quelques traces encore, vous voyez, au bord de l'eau. En fait, il faisait à peu près 12 mètres de hauteur, ces remparts. Et comme le village bénéficiait, en plus de la protection du fort, eh bien, il n'a jamais été pris par la force. Qui était emprunté par des bateaux très rudimentaires qu'on appelait des argentards. Rudimentaires, en effet, puisqu'ils ne servaient qu'une fois. Arrivés à destination, ces bateaux étaient démontés et vendus comme bois de chauffage avec leur cargaison. Évidemment, il y avait une raison. Ces bateaux ne pouvaient pas faire le voyage de retour. Ici à votre gauche, hein, vous voyez se dessiner une espèce de mur. En fait, ces strates de calcaire sont celles d'une ancienne carrière. Et il y a fort longtemps de ça, les hommes venaient prélever la lauze, ici, cette pierre destinée aux toitures. L'inconvénient, c'est quand même le poids. Ça pèse de 500 kg à 1 tonne par mètre carré posé. Ça explique les toitures ponctues du Périgord, hein, puisque ce système, en effet, permet de répartir cette charge énorme sur les murs. Alors autrefois, la lauze recouvrait les maisons des gens les plus pauvres. Aujourd'hui, ça s'est plutôt inversé. Après, c'est pareil pour le chaume, mais il y aurait encore bien des exemples.